Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Mobilisation des avocats, magistrats et greffiers contre le projet de refonte de la justice. Une journée justice morte était organisée un peu partout en France. Une manifestation avait lieu à Paris. Analyse et débat à suivre. Face à la multiplication des mouvements sociaux, Emmanuel Macron sort de son silence. Le chef de l'État se rend demain dans un petit village normand, Berduy, dans l'Orne. Nous serons sur place dans un instant. Les européennes, prochain test électoral pour la majorité présidentielle avec une nouveauté. Le scrutin se fera par liste nationale avec une circonscription unique. Objectif pour le gouvernement, repolitiser un scrutin boudé des Français. Le détail dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360 pour m'accompagner cet après-midi. Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Nous retrouvons également Jérôme Rabier à Berduy dans l'Orne. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, le ton monte entre les États-Unis et la Russie sur la Syrie. La question d'une intervention se précise. Donald Trump, le président américain, a prévenu la Russie sur Twitter du lancement de missiles sur la Syrie en réponse à l'attaque chimique présumée dans la région de la Ghouta orientale. On va tout de suite retrouver Tam Tranui pour une première réaction. Tam, vous êtes avec le président de la Commission des Affaires étrangères ici au Sénat, le sénateur Christian Cambon. Oui, Christian Cambon, votre réaction à ce tweet de Donald Trump qui menace donc la Syrie de nouvelles frappes et qui, au passage, avertit Moscou. Tiens-toi prête, Russie, dit-il. Écoutez, je ne suis pas un grand amateur de la diplomatie du tweet. Je pense que les tweets sont un moyen de communication intéressant pour commenter l'action et certainement pas pour la décider. Et je trouve que c'est un tout petit peu osé et déplacé de procéder de la sorte. Ceci étant, le président des États-Unis est coutumier du fait. Est maintenant coutumier du fait. Je ne pense pas que ça nous donne instruction en ce qui concerne la France de suivre ce genre de recommandations. En revanche, on a vu tout de suite la réponse de la Russie à travers la porte-parole de la diplomatie russe qui a dit que les missiles intelligents doivent porter en direction des terroristes et non pas en direction du gouvernement légitime de la Syrie. On voit qu'il y a tout de même une escalade entre la Russie et les États-Unis. On est tout à fait dans une escalade. J'ose penser que c'est une escalade verbale. Il y a pour ça une instance qui s'appelle le Conseil de sécurité. Et même si la session de la nuit passée n'a pas abouti, je pense qu'il faut continuer. Il est bloqué avec la position russe, le veto russe. Je comprends bien. Et nous-mêmes, comme vous le savez, nous avons reçu une délégation de sénateurs russes la semaine dernière. Nous les avons invités à donner toutes les preuves de bonne volonté pour essayer de retrouver la paix dans cette région du monde. En tous les cas, je ne crois pas que ce soit ces cris de guerre qui favorisent les choses. Et moi, je pense à cet instant aux civils qui souffrent énormément. Et je pense que les instances internationales devraient se concentrer sur le sauvetage de ces populations civiles qui ont déjà payé un prix énorme. Et au lieu de s'envoyer des missiles, on ferait mieux d'organiser des couloirs humanitaires pour évacuer ces populations et puis après se mettre autour de la table. N'oublions pas que c'est une réponse à l'attaque chimique présumée de la Ghouta orientale. Et c'est pour ça que j'aurais vivement souhaité que le Conseil de sécurité décide cette nuit de relancer le mécanisme d'investigation qui doit établir les responsabilités. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas une raison pour y renoncer, bien évidemment. Il faut continuer à dialoguer, continuer à se parler. Vous savez que c'est la position de la France. Je crois comprendre des brefs contacts que j'ai eu avec le président de la République hier, lorsque le prince Ben Salman est venu à Paris, je crois comprendre que ce sera la position de la France. Ça ne veut pas dire que la France ne doit pas exercer ses propres responsabilités, mais pas dans ces conditions. Merci beaucoup Christian Cambon d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci Tam pour cette première réaction et à cette question de l'éventualité des frappes françaises. Je vous propose d'écouter la réponse de Benjamin Griveaux ce matin, le porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. On l'écoute. Non, ça n'a pas été discuté en ces termes-là. À nouveau, c'est dans les échanges avec nos alliés qui se tiendront dans les heures et dans les jours qui viennent que se détermineront les suites à donner au fait que, de manière avérée, des armes chimiques ont été utilisées et que leur origine serait attribuable au régime syrien.
Et autre réaction avec vous, Tam Tranui, Claude Malhuret, c'est le président du groupe Les Indépendants ici au Sénat. Oui, Claude Malhuret, vous avez hier ouvert la séance de questions d'actualité au gouvernement par une question à Édouard Philippe sur la réponse que la France doit apporter après ces attaques chimiques présumées dans la Ghouta orientale en Syrie. Que pensez-vous de la réponse de Donald Trump et de ce tweet qu'il a dévoilé tout à l'heure ? Les tweets de Donald Trump sont toujours déjantés sur la forme. Et là, on peut dire qu'il ne nous a pas du tout déçus. Oui, tout à fait. Mais sur le fond, il n'a fait que répéter ce que Emmanuel Macron et lui disent depuis quelques jours. C'est-à-dire que s'il est prouvé que les armes chimiques ont été utilisées, et c'est désormais prouvé, il y aura des représailles sur les installations chimiques de Syrie. Donc il n'a pas varié sur le fond. Les alliés, avec les Anglais également, continuent de se concerter. Très probablement, il va y avoir des frappes sur ces installations. La forme est toujours un peu particulière chez Trump, mais le fond est resté exactement le même depuis le début. Est-ce que les adresses aussi à la Russie, vous inquiètent à travers ces menaces d'attaque à la Syrie, puisqu'il a dit Russie, tiens-toi prête dans l'un de ses tweets. Oui. C'est pas plus. De toute façon, la décision d'aller dans la mesure du possible, détruire les installations chimiques de Syrie est assez claire. Et d'ailleurs, le président français l'a rappelé, et nous allons tout faire pour ne pas nous attaquer aux troupes russes qui sont sur place. Nous nous attaquons aux installations syriennes. Par conséquent, il n'y a pas au-delà, là encore, de la forme. Je ne pense pas qu'il y ait un risque particulier. Ni les Russes, ni les Américains, ni les Français aujourd'hui n'ont envie d'aller s'affronter en Syrie. Je vous repose la question que vous avez posée hier au Premier ministre. Est-ce qu'il y a un moyen pour la France et ses alliés de mettre fin à l'impunité des auteurs de ces actes inhumains? Vous parliez bien sûr de ces attaques chimiques et de ces images terribles que l'on a pu voir de la Ghouta orientale. Oui, à long terme, ceux qui sont responsables de cela aujourd'hui le payeront. Il y a désormais des tribunaux internationaux, il y a une cour pénale internationale, et tôt ou tard, ceux qui en sont responsables le payeront. Mais ce sera probablement plus tard que tôt. Maintenant, la deuxième partie de votre question, c'est est-ce qu'il est possible d'arriver à ce que l'interdiction de ces armes soit vraiment effective? Il se trouve qu'elle l'a été pendant longtemps. Le traité de 1925 et les autres traités ont fini par être appliqués, et pendant un temps assez long, il n'y a plus eu d'utilisation d'armes chimiques. Donc je pense que cet objectif est atteignable, mais il ne va pas se faire en 2-3 jours. Ce qui se passera dans les jours qui viennent en Syrie nous dira un petit peu comment vont évoluer les choses de ce point de vue-là. Mais il faut tout de même que ceux qui utilisent ces armes chimiques sachent que le prix à payer sera très fort. Merci beaucoup Claude Malhuret d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Les professions juridiques d'ordinaire peu habituées aux mobilisations sont dans la rue. Magistrats, avocats et greffiers craignent la disparition des petits tribunaux et des petites cours. Aucun lieu de justice ne sera fermé, tente de rassurer Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Mais la tension ne retombe pas. Reportage à Paris d'Héloïse Grégoire. Un corbillard, des robes en noir. Pour les acteurs de la justice, c'est une marche funèbre. Avocats, greffiers et magistrats, tous défilent aujourd'hui contre le projet de réforme de la justice voulu par le gouvernement. Quand on a pris connaissance des textes à la dernière minute, puisqu'il n'y a eu aucune négociation et un délai extrêmement court laissé par le gouvernement pour faire des observations, on a découvert un ensemble de dispositions tout à fait disparates dans lequel il y a au moins une seule logique qui est celle de réduire les coûts en limitant l'accès à la justice. C'est-à-dire moins il y aura de justiciables qui s'adresseront à des juges, moins effectivement ça coûtera cher. Au menu de cette réforme, la numérisation des procédures civiles et pénales, la création d'un tribunal criminel départemental et le regroupement des tribunaux d'instance et de grande instance. Ce dernier point inquiète particulièrement les manifestants, car selon eux, leur fusion pourrait conduire à leur suppression. C'est typiquement la juridiction de proximité que le gouvernement veut supprimer, alors que c'est celui qui voit le plus de justiciables, et nous on le voit dans les salles d'audience. C'est des personnes qui viennent, qui parlent directement au juge, la plupart n'ont pas d'avocat, et c'est vraiment la juridiction de proximité par excellence. Donc là, ça va être une justice qui est lointaine, qui est robotisée, qui est déshumanisée. Les membres du corps judiciaire veulent se faire entendre avant la présentation du projet de loi au Conseil des ministres mercredi prochain. Et cette question du redressement de la justice a été au cœur des débats au Sénat. À vos côtés, Tam Tranui, Philippe Bas, président de la commission des lois. Quel regard porte-t-il sur cette mobilisation ?
Et oui, effectivement, Philippe Bas, que pensez-vous de cette journée justice morte? Le projet de réforme de la justice cristallise la colère des avocats, des greffiers. On entend beaucoup de colère des magistrats également. Est-ce que vous aussi, vous êtes inquiets? J'appelle au dialogue, bien sûr. Vous savez que le Sénat, et en particulier sa commission des lois, ont fait un travail très approfondi sur la réforme de la justice. Le problème de la justice aujourd'hui, c'est un problème d'abord de moyens. Vous savez qu'il y a 900 postes de greffiers vacants, qu'il y a 500 postes de magistrats vacants. Et c'est ensuite un problème, effectivement, d'efficacité, de procédure, de lisibilité, de proximité avec les justiciables, que ceux-ci puissent frapper à la porte sans se demander sans arrêt quelle est la bonne porte, qu'on n'éloigne pas la justice des Français et que les procédures soient plus rapides. La justice aujourd'hui, elle est embolisée. Mais justement, on entend de nombreux magistrats qui font un parallèle entre ce qui va arriver à la justice, qui disent qu'il va y avoir un désert judiciaire comme il y a aujourd'hui des déserts médicaux avec cette réorganisation qui se profile, avec ces fusions des tribunaux d'instance et ces tribunaux de grande instance. Alors, nous ne sommes pas contre des réorganisations. Je crois qu'il faut être ouvert vers une plus grande efficacité de la justice, mais la condition, c'est que les emplois vacants soient tous pourvus préalablement à toute réorganisation, qu'on fasse donc les réorganisations département par département au fur et à mesure que les emplois seront pourvus, et qu'il soit bien entendu qu'il s'agit de rapprocher la justice du citoyen et non pas de l'éloigner. Ce qui veut dire qu'actuellement, quand vous avez un tribunal d'instance dans une ville, eh bien ce tribunal d'instance doit continuer à fonctionner, même s'il devait être rattaché à une institution judiciaire couvrant un territoire plus vaste. Mais l'idée qu'on puisse fermer les lieux de justice et qu'on puisse en quelque sorte mutualiser la pénurie, c'est une idée que nous écartons absolument. Est-ce que c'est le projet du gouvernement pour vous? Eh bien, il a besoin, ce projet, d'être précisé. Je suis très inquiet de voir que la loi de programmation votée à son initiative par le Sénat le 24 octobre dernier prévoit sur 5 ans une augmentation des moyens de 30%, tandis que le gouvernement prévoit une augmentation des moyens de 20%. Eh bien, je crois qu'avec cette augmentation de moyens, non seulement on est obligé d'abandonner le programme de 15 000 places de prison qu'avait annoncé M. Macron, c'est chose faite, le gouvernement l'a abandonné, mais en plus, on n'est pas capable de faire une réforme de la justice qui permette de traiter plus rapidement les demandes des Français qui vont devant les tribunaux et aussi de rendre une justice de qualité et de proximité. Merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et cette journée justice morte, ce sera d'ailleurs l'objet de notre débat à 17h30. Face à la multiplication des mécontentements dans le pays, Emmanuel Macron a choisi de sortir de son silence. Il sera demain dans l'Orne, à Berduy, d'où il s'adressera aux Français à travers le 13h de TF1, délocalisé à cette occasion. Sur ce territoire, vous allez le voir, les élus doivent se battre pour conserver leur service public et rester attractifs. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Jérôme Rabier et Adrien Develay. Dans la communauté de communes Cœur du Perche, cela fait longtemps que les élus s'engagent pour développer l'attractivité. À Berduy, comme dans d'autres pôles du territoire, une des priorités est donc de faire venir les entreprises. Et pour cela, leur implantation est favorisée en leur louant des locaux dont elles deviennent ensuite propriétaires. Un engagement de longue date. C'est très ancien même, puisque cette zone était d'abord communale, portée par la commune de Berduy, et qu'après on a porté tout le foncier, et qu'après nous avons récupéré pour pouvoir finir de terminer les lots. Cette entreprise que nous avons aidée aussi, Berduy, est une des zones d'activité qui nous permettent de pouvoir aider les entreprises, parce que sans entreprise, il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'habitants. Voilà. Ancienne PME familiale désormais dirigée par des associés salariés, l'imprimerie Pau est venue s'installer en 2013 à Berduy. Et c'est désormais 40 salariés permanents qui y travaillent. Au préalable, nous étions installés à Nogent-le-Rotrou, qui n'est pas très loin d'ici. Mais nous n'avions pas possibilité d'extension au niveau des locaux. Et la CDC nous a proposé l'acquisition, la mise à disposition d'un bâtiment beaucoup plus grand, plus fonctionnel et adapté à notre entreprise, dans de très bonnes conditions. L'entreprise va maintenant racheter l'intégralité du bâtiment pour pouvoir s'agrandir et développer son activité, notamment dans le numérique.
Et puis c'est un fleuron quand même, parce que quelque part, c'est de la haute technologie et c'est des effets de niche qu'on cherche plutôt que des grosses entreprises qui, lorsqu'elles ferment, nettoient complètement le territoire de ses habitants. Un véritable tissu de PME qui permet d'attirer des habitants sur la commune, comme Vincent Nicolas, responsable des plannings devenu associé, venu s'installer avec femme et enfants à Berduy. J'ai trouvé le village de Berduy qui avait boulangerie, médecin, boucherie, poste à l'époque, qui était un village assez dynamique. Et c'est vrai que c'était un village dortoir de Nogent-le-Rotrou pour moi à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant, avec les entreprises qui sont installées, dont j'ai eu la chance que l'Imprimerie Pau vienne ici, c'est vrai que c'est un confort de vie tous les jours, quoi. Des entreprises, des services, des commerçants, en clair un dynamisme qui fait la fierté de la commune. Mais rien n'est jamais acquis. La poste, essentielle pour la ville et ses environs, a failli fermer. La maire de Berduy a donc tout fait pour conserver ce service public. On a discuté pendant quelques années avec la Poste, qui souhaitait évidemment fermer ce bureau à Berduy. Et donc nous avons, décidé d'un commun accord avec la Poste de créer une agence postale communale. Mais faute de place dans la mairie, ce sont les services municipaux qui ont emménagé dans l'agence postale, quitte à bricoler un peu le temps des travaux pour accueillir tout ce petit monde dans l'hôtel de ville l'an prochain. On est inventif, on fait que les moyens du bord. Ici, donc la partie accueil de la mairie, la partie accueil de la Poste. Voilà, donc nos secrétaires de mairie sont aussi agents postales. Une bataille menée à tous les échelons puisque sur bon nombre de dossiers, mairie et communauté de communes travaillent main dans la main. Nous œuvrons ensemble pour maintenir les services, pour développer les services à la population. L'école voisine où sera interviewé Emmanuel Macron est aussi un exemple de ces services de proximité qu'élus et habitants veulent conserver dans leur territoire. Nul doute que la parole présidentielle sera particulièrement attendue sur le sujet. Et justement, on prend tout de suite la direction de Berduy où nous attend Jérôme Rabier. Jérôme, à vos côtés, vous êtes avec Brigitte Luipart, c'est la maire de cette commune. On l'a vu dans votre reportage. Qu'attend-elle de la venue d'Emmanuel Macron demain ? Oui, Delphine, avec Brigitte Luipart, vous aurez donc l'honneur d'accueillir le chef de l'État demain ici sur votre commune. On l'a vu, une commune qui, loin de l'image de la ruralité désespérée, non vivante, vous faites vivre cette commune notamment en développant un maximum de services. Oui, tout à fait. Je peux citer un exemple, par exemple le cabinet médical avec 3 médecins, les infirmières, 3 infirmières, une dentiste, voilà dans le domaine du médical. L'agence postale communale que vous avez visitée hier, bien d'autres services, puisque tous les services sont présents sur la commune, les services de proximité, je l'entends, dont les commerces. Et ça, vous attendez des engagements du chef de l'État, parce que pour maintenir tout ça, il faut du budget pour les collectivités ? Bien sûr qu'il faut du budget. Donc je souhaite être assurée quant à la baisse des dotations. Certes, c'est figé pour cette année, donc nous aurons une dotation quasi identique à celle de 2017. Mais pour l'avenir, que nous réserve-t-on ? Je veux savoir si c'est figé pour les années à venir, le reste du mandat d'Emmanuel Macron, ou si nous allons connaître une nouvelle baisse. Nous avons besoin de vision dans nos collectivités pour justement envisager l'avenir, pour se décider, prendre des décisions bien sûr, au niveau de nos investissements. Pour investir, il faut dégager un budget. C'est justement ça que vous allez demander à Emmanuel Macron demain quand vous allez le voir, de maintenir les budgets, peut-être de développer encore plus de services. On entend notamment ici qu'il n'y a pas la fibre pour les entreprises. Alors, c'est vrai que c'est un engagement de l'État. Et le département et la région, aussi la région soutient le département. La communauté de communes qui maintenant a la compétence économique a besoin de ces soutiens, des soutiens financiers pour justement installer la fibre dans notre zone industrielle à Berduy. Il faut savoir que la fibre est présente sur la commune,
Donc ce serait dommage de ne pas pouvoir, disons, tirer ce câble, enfin excusez-moi je m'exprime mal, mais jusqu'à la zone industrielle. C'est vraiment très proche. Et Emmanuel Macron, demain, donc, il sera ici depuis la matinée jusqu'à l'après-midi. Comment il va être accueilli ici par les habitants? Eh bien, écoutez, c'est d'ailleurs d'abord un accueil républicain. Ensuite, eh bien, j'espère avoir l'occasion de discuter un peu avec lui pour lui parler du monde rural aussi. Comment voit-il le monde rural? La France, c'est le monde urbain, les villes et le monde rural. Donc nous avons aussi des atouts. Nous voulons continuer à les faire valoir. Nous voulons rester vivants. Nous ne sommes pas dans l'opposition au monde urbain, aux villes. Mais voilà, on a besoin de savoir comment le président de la République considère notre monde rural. Merci beaucoup Brigitte Luypaer d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Berduy. Merci beaucoup Jérôme, et on vous retrouvera également demain sur place. Et quand François Hollande donne des leçons à Emmanuel Macron, l'ancien président s'invite dans le débat public en publiant aujourd'hui un livre dans lequel il accuse son successeur, je cite, de creuser les inégalités. Jordan Klein. Promouvoir son livre, mais aussi défendre son quinquennat. Dès les premières minutes, François Hollande aborde l'une de ses principales promesses, la baisse du chômage. Ce qui comptait pour moi, c'était de permettre à la France de se redresser de telle manière que le chômage puisse baisser. Et il a baissé. Et que les emplois ont été créés. Et ils ont été créés, 700 000 sur les 3 dernières années. Mais au-delà de sa propre politique, c'est celle de son successeur Emmanuel Macron qu'il critique, l'accusant entre autres, avec l'allègement de l'ISF, de creuser les inégalités. Il n'est pas nécessaire de demander des prélèvements supplémentaires et encore moins aux plus favorisés. Encore moins aux moins favorisés. Et ce qui fait un pari qui n'est pas le bon. Pourquoi aller demander un effort aux personnes qui sont en retraite avec la CSG et exonérer de tout effort et même de consentir un allègement d'impôts, non pas pour les riches comme on dit, mais pour les très riches. Des regrets, l'ancien président en a, comme sur la déchéance de nationalité. Mais renoncer à la dernière présidentielle n'en fait pas partie. Vous auriez pu le battre, vous, à cette élection? J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Parce que qu'est-ce que ça aurait donné? C'était pas moi qui aurais gagné, c'était pas lui qui aurait gagné. Et aujourd'hui, on aurait un président de la République qui mènerait une politique encore plus dure que celle qui est aujourd'hui. Qui est déjà très dure, c'est ça? Qui est difficile. Alors qu'à mon avis, les conditions économiques ne devraient pas permettre qu'elles le soient pour beaucoup de Français. Mais on aurait ou eu l'extrême droite ou la droite dure. Après ceux de Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac, François Hollande ne déroge donc pas à la règle des livres bilan de présidence. Et on retourne salle des conférences pour une réaction à la publication de ce livre. Avec vous, Tam Tranui, à vos côtés, Martial Bourquin, sénateur socialiste du Doubs. Oui, Martial Bourquin, eh bien, que pensez-vous de l'opportunité médiatique de ce retour de François Hollande sur la scène? Il paraît bien seul pour défendre son bilan, notamment hier soir. Moi, je crois que François Hollande a décidé d'être un observateur de la vie politique et va donner son avis avec son expérience de président de la République, mais aussi un avis concernant la nature de la politique qui est menée. Je crois qu'il a été très clair. Ce n'est pas une continuité ce qu'il a fait. Oui, il accuse Emmanuel Macron de creuser les inégalités avec le gouvernement actuel. Il a raison, parce que quand vous faites les comptes, les retraités viennent de perdre beaucoup d'argent. Les APL ont été baissés très sensiblement. D'un autre côté, il y a la flat tax. D'un autre côté, il y a aussi la fin de l'ISF. C'est un creusement évident des inégalités. Et donc la politique d'Emmanuel Macron n'est pas une politique de poursuite, n'est pas une politique social-démocrate, c'est une politique néolibérale. Ça ressemble beaucoup à du Thatcher, ça ressemble beaucoup à du Reagan, et c'est les mots. La seule différence, c'est qu'il met d'autres mots, mais que ce soit les ordonnances, travail, tout cela accumulé
les réformes les unes après les autres, on s'aperçoit que c'est un creusement inédit des inégalités en France. Et cela de la part de l'ancien ministre de l'économie de François Hollande, de l'ancien conseiller, d'un ancien très proche. Dans les mots de François Hollande, on sent aussi qu'il s'est senti trahi par Emmanuel Macron. Vous le comprenez ? Bon, je pense que c'était une volonté de trahir François Hollande. Hein. C'est une personne qui à la fois a eu François Hollande qui l'a placé sur orbite, comme on dit, et puis c'était Brutus après. Alors ça, c'est une chose. Ça doit être très difficile pour François Hollande qui l'a choisi. Comme parlementaire, comme personne engagée pour le progrès social, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en train de se faire. Et dans le constat de François Hollande, nous le partageons totalement. Oui. C'est-à-dire, c'est un creusement inédit des inégalités, et tout cela avec les mouvements sociaux qui se préparent en ce moment, ou qui se mènent en ce moment, les Français le ressentent. Il y a eu des sondages qui sont alarmants, même y compris. Il a une cote de popularité qui a baissé, et on voit un président qui va parler deux fois, il ne parlait plus depuis des mois, il va parler. Alors, s'il y avait un conseil à lui donner, mais je crois qu'il n'écoute plus depuis longtemps, c'est de lui dire, parler c'est une chose, les actes c'est autre chose. Il faut négocier à la SNCF, il faut négocier partout. Et il ne faut pas simplement des beaux mots qui n'ont rien à voir avec la réalité. Oui, négocier, c'est également l'un des conseils de François Hollande à Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Martial Bourquin, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Ce sera le premier test sur la scène nationale depuis la présidentielle de 2017. Les élections européennes auront lieu en mai 2019 avec un nouveau mode de scrutin, une circonscription unique et des listes nationales. Emmanuel Macron mise sur cette nouvelle configuration pour lutter contre l'abstention et repolitiser le débat. Mais la droite sénatoriale est opposée à ce redécoupage. Samia Dechir. Ce sont les élections qui mobilisent le moins les Français. Depuis le premier scrutin européen de 1979, le taux de participation n'a cessé de baisser. Moins d'un électeur sur deux fait le déplacement. Pour tenter d'y intéresser davantage les Français, le gouvernement veut remplacer les 8 grandes circonscriptions interrégionales par une circonscription unique. Un projet de loi soutenu au Sénat par les centristes, les radicaux et les socialistes. J'ai demandé dans les mairies, est-ce que vous pouvez me citer un nom d'un de nos députés européens? J'ai constaté que pour l'immense majorité des citoyens et même des élus, ils sont inconnus. C'est certainement plus clair d'avoir une circonscription unique plutôt que des circonscriptions complètement artificielles qui ne reposent sur rien. Les électeurs auraient donc le choix entre des listes nationales, une pour chaque parti. La droite sénatoriale craint que ces futurs élus européens soient trop éloignés des territoires. Elle s'est opposée au projet. En enlevant le seul point d'ancrage territorial que constitue la circonscription multirégionale, on va encore aggraver le phénomène avec des élus hors sol qui n'auront plus aucun ancrage territorial et qui donneront la toute-puissance aux partis politiques pour choisir leur candidat. La droite y voit aussi un moyen pour le jeune parti La République En Marche de contourner son faible maillage territorial. Sur 27 pays membres de l'Union européenne, 23 élisent aujourd'hui leurs députés européens sur des listes nationales. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Clémentine Forissier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du site des politiques françaises et européennes contexte.com. Avec nous également Jean Arthuis, bonjour, vous êtes député européen, vous appartenez au groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Vous êtes président de la commission des budgets au Parlement européen. Merci d'être avec nous. Et puis André Reichardt, bonjour, vous êtes sénateur Les Républicains du Bas-Rhin, vice-président de la commission des affaires européennes. Première question pour vous, Clémentine Forissier. Qu'est-ce que ça va changer, cette modification du scrutin? À quoi vont ressembler les prochaines élections européennes? Franchement, à mon avis, pas grand-chose. En 2003, quand le mode de scrutin a changé dans l'autre sens, pour celui qu'on avait jusqu'à présent, les arguments étaient de dire il faut rapprocher l'Europe des citoyens, Bruxelles est loin, les citoyens ne connaissent pas leurs députés. Si vous regardez le taux de participation aux élections qui ont suivi, il est plus mauvais que celui d'avant
ce changement. Et les arguments qui sont utilisés aujourd'hui, finalement, peuvent être quasiment avancés à front renversé. Donc, honnêtement, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Les partis avaient déjà le pouvoir de nommer absolument qui ils voulaient, pas forcément d'ailleurs des gens très ancrés dans leur territoire ou très présents. Donc, pour moi, ce débat-là, il est peut-être politique, c'est-à-dire qu'effectivement, La République En Marche était un jeune mouvement qui n'a pas un ancrage territorial fort. Peut-être que ça peut les aider à faire une campagne, à être plus visible. Peut-être que donc de ce point de vue-là, c'est peut-être un peu pour eux, mais en 2003, l'UMP de l'époque avait fait ce choix pour d'autres raisons. Jacques Chirac avait été réélu contre Jean-Marie Le Pen, mal réélu, dans le fond, par voilà, la droite n'était pas très mobilisée pour... Enfin, la droite était mobilisée, mais les électeurs, dans leur ensemble, n'avaient pas forcément choisi. Donc, à chaque fois, c'est un peu on met des arguments qui sont, à mon avis, pas les bons en face de la réalité de la motivation de ce choix. Ouais. Jean Arthuis, est-ce que vous partagez l'analyse de Clémentine Forissier? Finalement, les arguments utilisés en 2003 pourraient être utilisés, mais cette fois-ci, en faveur de ce nouveau scrutin. Moi, j'ai souvenir qu'en 2014, on a échappé à la liste nationale. Et puis, le gouvernement de l'époque et le président de la République, François Hollande, ont eu peur de faire la part belle au Front National. Et donc, on est resté sur des circonscriptions qui n'étaient pas vraiment des circonscriptions régionales. Moi, je suis élu dans le Grand Ouest, 3 régions, la Bretagne, les Pays de la Loire et Poitou-Charentes, qui vient de rejoindre la Nouvelle-Aquitaine. Alors, cette fois-ci, on avait le choix entre les nouvelles régions, les 13 nouvelles régions. C'est ce que veut la droite ici au Sénat. Qui aurait pu devenir la circonscription électorale, parce que les régions sont en partie gestionnaires des fonds de cohésion, les fonds de développement régional, le Fonds social européen et quelques crédits qui relèvent de la politique agricole commune. Donc il y avait le choix entre ce type de circonscription et puis la circonscription nationale, ce qui se vérifie dans 23 pays parmi les 27. En fait, des listes régionales dans 13 circonscriptions, c'était à mon avis faire disparaître tous les partis qui obtiennent des scores relativement modestes. Car dans chaque circonscription, on eût élu 4 ou 5 députés européens. Mais à partir de ce moment-là, la proportionnelle, les petits partis disparaissaient complètement. Et je pense que le choix qui a été fait, c'est celui de la démocratie. Mais au-delà du choix du mode d'élection, ce qui me paraît le plus important, c'est qu'on parle enfin de ce que devrait être l'Europe et que ce débat soit au cœur des prochaines semaines, que les citoyens s'approprient cette problématique, parce que nous sommes dans la mondialisation et la question est de savoir si nous sommes capables ou non de reprendre en main notre destin. On va y venir, Jean Arthuis, mais avant cela, André Reichardt, je le disais, ici, le groupe LR du Sénat est contre ce projet de loi du gouvernement. Vous dites que ça va affaiblir justement le lien de proximité des élus. Nous le pensons effectivement. C'est assez paradoxal d'entendre, comme je viens de le voir à l'instant, notre collègue Jean-Pierre Sueur dire qu'après avoir interrogé dans le Loiret ses concitoyens, il a été au regret de voir que personne ne connaissait le nom d'un député européen chez lui. Et ça me paraît paradoxal, si personne ne connaît de députés européens chez lui, c'est pas en faisant un scrutin national que spécialement les habitants du Loiret vont connaître leurs députés. Donc voilà, je vous rejoins un peu, il est difficile d'utiliser le même argument pour défendre des thèses totalement différentes, mais voilà, vous ne m'ôterez pas de l'esprit que les concitoyens souhaitent se retrouver dans un député européen qu'ils connaissent peu ou prou. Alors peut-être pas tous, peut-être qu'effectivement Jean Arthuis a raison, plus la région va être petite et moins il y aura de députés et plus ça risque de laminer les petits partis, c'est sûr. Donc il faut trouver, c'est un sujet naturellement complexe, mais il faut trouver, je pense, le bon équilibre. Nous pensions que, en tout état de cause, ce n'est pas le scrutin national, la circonscription géographique nationale qui permettait de réaliser cet objectif d'un rapprochement des concitoyens avec leurs députés européens. Alors après, quel système vous le disiez, un certain nombre d'entre nous pensaient aller vers les régions françaises actuelles, les nouvelles grandes régions, 13. D'autres dont j'étais pensaient qu'il fallait rien changer parce que, encore une fois, c'est bien d'avoir aussi un petit peu dans ce pays une stabilité des modes de scrutin, enfin je crois. Bon, c'était pas aussi tranché que ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'en tout état de cause, non, la circonscription géographique nationale ne réunissait aucun suffrage chez nous. Je dis ne réunissait puisque ça, malgré tout, ça a été voté.
la droite républicaine n'a pas eu le dernier mot hier soir. Alors justement, on va écouter Jacqueline Gourault, puisque la ministre, auprès du ministre de l'Intérieur, était en séance hier, et elle expliquait que si ce nouveau dispositif n'était pas la panacée, il allait permettre néanmoins de lutter contre l'euroscepticisme des Français. On l'écoute. S'il est évident que le mode de scrutin n'est pas l'unique cause à la hausse de l'abstention, il faut le reconnaître, son manque de clarté pour les électeurs ne peut être qu'un facteur supplémentaire pour les décourager de se rendre aux urnes. Il suffit, je sais que chacun d'entre vous sur ces bancs le fait, de dialoguer avec nos concitoyens sur le terrain pour comprendre que le découpage en 8 circonscriptions sans cohérence historique, politique ou administrative a contribué à brouiller le débat entre enjeux européens, enjeux nationaux et enjeux locaux. Alors que j'accueille Jean-Yves Lecomte, merci de nous avoir retrouvés sur ce plateau. Sénateur socialiste, vous représentez les Français établis hors de France. Est-ce que vous pensez que cette modification du scrutin va justement permettre de lutter contre le désamour qu'il y a aujourd'hui entre les Français, les Européens et les institutions européennes? Bon, ça ne sera peut-être pas suffisant, mais au moins, il y aura une liste au niveau national, des listes au niveau national qui incarneront chacune des orientations différentes pour l'avenir de l'Europe, l'avenir de la place en Europe, et je crois que c'est bien parce que les circonscriptions régionales ne permettaient pas ce débat au niveau national sur finalement les différents projets qui pouvaient exister pour l'Europe. Et à partir du moment où les listes transnationales pour 2019 ne sont pas possibles, il est bien qu'au minimum nous puissions avoir ce débat au niveau en France, et c'est une avancée. Même si je regrette à côté de ça que le gouvernement ne souhaite pas pousser l'idée qui avait été mis en œuvre en 2014, d'accompagner la volonté d'un certain nombre de partis politiques européens d'indiquer leur candidat pour la présidence de la Commission européenne. Parce que c'est aussi majeur, ça, de dire pour le débat, de pouvoir dire aux citoyens européens, voilà, nous nous présentons pour les élections européennes, et si nous sommes élus au Parlement, nous souhaitons que telle personne soit président de la Commission européenne, parce que c'est la Commission européenne qui a énormément de pouvoir, de contrôle, d'initiative, et c'est important. Jean Arthuis. Oui, je pense que c'est une belle idée, mais il faudrait que des partis européens voient le jour. Je vois les groupes politiques au Parlement européen, ce sont des groupes très hétérogènes. Très hétérogènes. Donc ce système de Spitzenkandidat qu'on désigne quelques mois avant l'élection, c'est une façon de régler les questions avant les élections. Je pense qu'il faut qu'on retrouve les vraies règles démocratiques, que des majorités se constituent au lendemain des élections européennes, et que la majorité qui se dégage, sans doute de coalition, puisse désigner son candidat pour présider la Commission. Parce que il n'y a pas de parti politique européen à proprement parler. Il y a des groupes politiques au Parlement européen, mais je crois qu'il y a à peu près 300 partis représentés pour 751 députés. C'est dire le caractère très hétérogène. Clémentine Forissier, en 2014, et vous en parliez, 42% des Français seulement s'étaient rendus aux urnes. Est-ce que vous pensez que ce nouveau scrutin va justement permettre de lutter efficacement contre l'abstention ? Soit dit en passant, juste pour réagir, je ne suis pas sûre que le nouveau mode de scrutin ne favorise pas l'éparpillement et la sur-démultiplication des partis représentés à Bruxelles. Parce que les petits partis, justement, peuvent espérer avoir des candidats élus. C'est 5% quand même. Oui, mais... Bon. Mais ça peut être tentant de multiplier des listes. C'est ça. C'est un moment d'existence médiatique. C'est ça. Est-ce que je pense que le scrutin peut être un petit peu différent. Alors la liste nationale, je ne suis pas en train de dire que je suis pour ou contre, je dis juste que c'est vrai que ça donne une campagne qui médiatiquement, à mon avis, est plus facile à couvrir parce qu'il y a des leaders identifiés, des listes qui effectivement peuvent s'opposer avec des clivages qui peuvent être mis en scène, etc. Et pour que les citoyens s'y intéressent, il faut aussi que les médias en parlent, ce qui parfois est un problème. Parler d'Europe dans les médias, c'est pas toujours simple. Et donc, ça peut éventuellement favoriser ces débats. Il y a aussi un autre point qu'il faudra... Et là, l'intervention du président de la République à Strasbourg la semaine prochaine, le lancement des consultations citoyennes et tout, vont être intéressants de ce point de vue, de voir si ça permet de faire parler un peu plus d'Europe, de créer un petit débat, que les gens puissent s'emparer un peu plus du sujet. On va voir. Mais en tout cas, il y a un contexte qui est peut-être un petit peu différent cette fois-ci que les fois précédentes, où on peut espérer que les citoyens soient un peu plus confrontés à cette question, ne serait-ce que parce qu'ils vont en entendre plus parler.
C'est vrai que le contexte est particulier, André Reichardt, c'est un défi de parler d'Europe dans un contexte à la fois de repli nationaliste et aussi de Brexit. Écoutez, je suis intimement persuadé que c'est pas, je voudrais le redire, c'est pas par un scrutin, une circonscription géographique nationale qu'on va pouvoir parler d'Europe. Je suis désolé de le dire à Jean-Yves Lecomte. Moi, je pense qu'on va renationaliser le débat. Encore une fois, s'agissant d'un scrutin européen, soit on se préoccupe véritablement de l'ancrage local, des préoccupations locales. Moi, je trouve absolument pas d'antinomie entre une réflexion régionale et une réflexion européenne. Vous aviez à l'instant, madame, un sujet sur la visite de M. Macron demain, le président de la République, dans l'Orne, bien pour parler de ruralité. Mais on voit bien à quel point l'Europe est particulièrement proche de ces gens, même s'ils ne le savent pas. La PAC, c'est quand même quelque chose qui va les concerner au premier plan. La politique de cohésion, c'est quelque chose qui va les concerner au premier plan. Moi, je trouve absolument pas anormal que l'on puisse parler d'Europe au niveau régional. Je l'appelle de mes voeux. Et ma crainte, c'est que au niveau national... Mais bien sûr qu'il faut les deux, mais c'est pas en nationalisant ce scrutin avec une circonscription nationale axée exclusivement sur, par exemple, les préoccupations des uns et des autres à l'égard du Brexit, etc. Et allez, clairement, on entend déjà les débats, le populisme, pas de populisme, l'urbanisation. Si on avait une liste transnationale, on aurait pu faire des débats. Il aurait fallu garder des listes régionales, justement pour garder l'ancrage local et en même temps faire un débat au niveau le plus large possible. Mais à partir du moment où on ne peut pas faire de liste transnationale, parce que c'est pas possible cette fois-ci, je crois qu'il faut quand même qu'on ait un débat global sur l'avenir de l'Europe. On n'est pas prêt pour des listes transnationales. On n'est pas prêt. Je suis intimement persuadé que, moi je peux vous le dire, moi qui suis alsacien, on n'est pas prêt pour des listes transnationales. On peut en faire déjà une partie. Et le Sénat avait déjà proposé une résolution sur le sujet. On a déjà tellement de mal à connaître pour les ressortissants européens qui vivent hors de l'Union européenne, ceux qui ont habitué à la mobilité. Il n'y a aucune raison qu'un Tchèque, un Roumain ou un Français soit représenté différemment s'ils sont hors de l'Union européenne. Au contraire, Clémentine Forici, on voit bien que ce nouveau mode de scrutin va pousser les partis à présenter des candidats qui vont être identifiés du grand public et qui vont disposer d'une vraie force de frappe médiatique. Oui, pour les personnes qui seront, je dirais, visibles sur les listes. Après, toutes les dernières élections que moi j'ai pu couvrir en tant que journaliste, malheureusement, les partis politiques en général envoient des gens qui ont envie de se recaser politiquement ou alors éventuellement, s'il faut faire un peu de parité, vont chercher des gens qui ne sont pas du tout connus et qui de toute façon ne porteront pas un message qui sera audible, etc. Donc, en fait, en théorie, je suis d'accord avec vous sur le principe, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir dire que les députés européens peuvent être proches des citoyens qu'ils représentent. En pratique, pour l'instant, ça s'est jamais vraiment trouvé. Je pense que vraiment il y a une question à se poser au niveau des partis de ce point de vue-là. Ouais. Jean Arthuis, ça va être un casse-tête, ces têtes de liste pour les européennes. Électorales. Moi, j'ai vécu celle de 2014. J'étais sénateur et je souhaitais siéger au Parlement européen. Nous avions des circonscriptions qui étaient des regroupements de régions. Mais la campagne, lorsqu'elle s'est engagée, on invitait sur les plateaux de télévision les leaders politiques. On avait changer l'enjeu pratiquement. Et c'était l'occasion pour les leaders, pour tous les partis, de parler de considérations très nationales. Donc il y a une espèce de déviance, de détournement de l'objet politique. J'espère que ça va changer. Et le vrai enjeu cette fois-ci, c'est qu'on a vu à l'occasion d'élections nationales la montée des nationalismes et de mouvements politiques qui tentent à dire « méfions-nous de l'Europe », en dehors du fait qu'on aime bien prendre l'argent que distribue l'Europe. Mais pour le reste, on critique l'Europe. Eh bien ça ne peut pas continuer. Et peut-être y aura-t-il un vrai débat entre ceux qui croient en l'Europe. Qu'attendons-nous de l'Europe ? Nous voyons bien que sur un certain nombre de ce qu'on appelle les prérogatives de souveraineté, les États sont en échec aujourd'hui. Du fait de la mondialisation, ils n'ont plus les moyens de les assumer. En sécurité, en migration, en économie numérique. Il faut aussi en parler, ces consultations citoyennes vont-elles permettre justement de faire émerger ce débat ? J'espère qu'on va poser le problème par rapport aux enjeux, aux défis que nous lance la mondialisation. Et d'identifier quels sont les biens communs européens et d'essayer à ce moment-là de les traiter sur le plan européen. Peut-être qu'on pourrait faire des économies dans les budgets nationaux. Il y a des dépenses au plan national qui, à mon avis, n'ont plus d'efficacité. Et il serait mieux de faire l'équivalent de la décentralisation, mais à l'inverse. C'est-à-dire que là où on constate que l'État-nation n'a plus les moyens d'assumer sa prérogative de souveraineté,
il met les moyens qu'il y consacrait au budget européen, de telle sorte que on fait monter en puissance le budget européen sans augmenter la dépense publique en Europe. Mais y a-t-il des responsables politiques nationaux aujourd'hui qui sont prêts à ça? Moi, je pense, oui. J'ai vraiment l'impression du contraire. Ah ben moi j'en connais. Malheureusement, quand on voit qu'on n'est même pas aujourd'hui capable de dire, quand même le président de la République, qui se prétend être un grand Européen, considère que le prochain président de la Commission européenne, il doit être décidé au niveau du Conseil et pas au niveau du Parlement européen. Moi, je constate qu'il continue à vouloir que ce soit finalement une Europe qui soit un accord entre les gouvernements et pas vraiment une Europe de citoyens. Ne vous méprenez pas, il faut qu'on sorte. Et quant au reste, moi je veux bien que le gouvernement, vous me dites ça, mais en même temps, regardez sur la question des migrations, le ministre de l'Intérieur, il n'est pas prêt du tout à ce que finalement on considère que l'Italie et la France fassent face ensemble à ce qui arrive aux personnes qui arrivent en Italie. Non, pas du tout. Permettez-moi de vous dire qu'on commence à se poser la question. Le cas des migrations je suis d'accord avec vous. Est flagrant. Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, c'est pas la position du gouvernement. On a fait Schengen. Et on a dit, alors il n'y a plus de frontières intérieures, quid des frontières extérieures? Au nom du respect de la souveraineté nationale, on a dit que c'était l'affaire des pays qui ont des frontières extérieures. On a laissé les Italiens se débrouiller seuls, on a laissé les Grecs se débrouiller seuls, on voit le résultat. Et les élections italiennes d'il y a un mois sont la conséquence de cela, c'est-à-dire d'une inconséquence européenne. Au surplus, on a les accords de Dublin qui disent que pour l'instruction des demandes de statut de réfugié, l'État responsable, c'est celui sur le territoire duquel le migrant a posé son premier pas. C'est une aberration. Ceci ne peut pas continuer. Moi, je connais un responsable politique qui s'appelle Emmanuel Macron, qui certainement a une ambition. Pour que l'Europe soit une Europe qui prépare notre avenir, sur ce plan, il n'a pas de position différente du gouvernement précédent sur la question. Justement, André Reichardt, puisqu'on voit qu'il multiplie les discours à Strasbourg. Il va s'exprimer à Strasbourg, c'est déjà exprimé à Athènes, à la Sorbonne. C'est un peu finalement le dernier espoir pour sauver la vision européenne aujourd'hui, Emmanuel Macron, vous pensez? J'espère que non, j'espère que c'est un des éléments. Encore une fois, moi je souhaite naturellement que le président soit clair en ce qui concerne le destin européen de la France et fasse évoluer dans le bon sens naturellement l'Europe. On a entendu effectivement son discours à la Sorbonne, on a déjà eu l'occasion, ce serait trop long, on a déjà eu l'occasion de dire nous les Républicains qu'on pouvait le rejoindre sur une certaine partie mais pas sur d'autres. Oui. Voilà, mais encore une fois, très bien, au moins on a une vision européenne. On a une vision européenne. On aime ou on n'aime pas, mais on a une vision européenne. J'espère qu'il ne sera pas seul pour cela. On voit malheureusement que l'axe... il apparaît de plus en plus seul sur cette position. Écoutez, j'espère que ces autres propositions ne vont pas subir le sort des listes transnationales. Excusez-moi de le dire comme ça. Ou du budget de la zone euro. Pardon ? Ou du budget de la zone euro. Donc voilà, j'espère qu'il ne sera pas seul. Il ne peut pas le faire tout seul. Encore une fois... C'est bien, voici quelqu'un qui effectivement se préoccupe qui a une vision de développement de l'Europe et c'est nécessaire. Bien, ça nous change un peu du passé. L'Europe est en danger aujourd'hui. Mais l'Europe est en danger. D'un autre côté, l'Europe est en danger. Clémentine Forestier, comment on redonne justement le goût de cette Europe aux Français? En fait, je pense que de ce point de vue-là, l'année qui va s'écouler est intéressante parce que effectivement, Emmanuel Macron a fait des discours forts qui sont des marqueurs par rapport à sa position. Là, il y a eu une période de glaciation assez forte en Allemagne qui a empêché quand même toute évolution. Il y a eu les élections italiennes aussi qu'on attendait. On va voir quel gouvernement est formé en Italie. Il ne peut pas faire l'Europe tout seul. Mais là, pour le moment, il y avait les contextes politiques nationaux étaient un peu défavorables. Ça va être intéressant de voir effectivement ce qu'il dit à Strasbourg la semaine prochaine, ce qu'il se passe d'ici le Conseil européen de juin, qui va être important de ce point de vue-là, parce que notamment sur la question de la zone euro, et il faut savoir que les Allemands et les Français, il y a une espèce d'équilibre à trouver. Les Allemands sont très très préoccupés par les questions de migration, officiellement, et les Français ont plutôt porté les questions de justement intégration plus forte, et notamment au niveau de la zone euro. On va voir ce qui peut découler de ça et quelles sont les positions qu'il prend. Parce qu'il a fait une campagne électorale qui était extrêmement puissante du point de vue de l'Europe. Il a affiché clairement ses positions. Est-ce qu'il va continuer à aller de l'avant? Est-ce qu'il va pouvoir? Là, honnêtement, pour le moment, c'est un peu le statu quo. On aura la réponse la semaine prochaine. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour en débattre. On va d'ailleurs retrouver Saveria Roja qui suit pour nous les débats au Sénat depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, où en est-on dans l'examen du projet de loi? Eh bien Delphine, les sénateurs sont sur le point de terminer l'examen de ce texte. Ils ont terminé l'examen de tous les articles. On est maintenant dans les explications de vote. Alors ce texte, on l'a dit, ce projet de loi a deux objectifs, de créer une circonscription électorale unique d'une part, mais également de réformer l'organisation des campagnes officielles à la radio et à la télévision lors des élections
européenne. Je vous propose d'écouter d'ailleurs la ministre Jacqueline Gourault qui s'est exprimée hier à la tribune. Cette option est soutenue par la majorité des partis politiques et que, vous le savez, nous voulons toujours rassembler le plus largement possible sur les grands choix stratégiques qui engagent le pays. Ensuite, parce que le rétablissement d'une circonscription unique nous rapproche de nos partenaires. Aujourd'hui, 23 États membres de l'Union européenne sur 27 votent en circonscription nationale unique. Mais ce qui a principalement motivé notre décision, c'est que nous sommes convaincus que ce mode de scrutin permettra d'intéresser davantage nos concitoyens à des élections qui sont de plus en plus décisives pour leur destin individuel comme pour leur destin collectif. Voilà, intéresser de plus en plus nos concitoyens à la chose européenne. Alors, les sénateurs ont notamment modifié ce texte de deux façons. Ils ont renforcé le pluralisme des campagnes officielles à la radio et à la télévision en autorisant le CSA à ouvrir 30 minutes d'émission supplémentaires pour corriger d'éventuels déséquilibres. Et puis, deuxième grande modification, amélioration apportée par les sénateurs, par la commission des lois, la prise en compte des spécificités des Outre-mer dans les règles de diffusion de ces clips de campagne. Voilà donc Delphine pour ce texte qui, je le rappelle, est sur le point maintenant d'être adopté par le Sénat. Merci à vous, Saveria. Autre temps fort de l'actualité aujourd'hui au Sénat, les auditions d'Adil Nazan, contrôleur des lieux privatifs de liberté. Elle sera d'ailleurs notre invitée dans un instant, mais aussi l'audition d'Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris. Elle a été entendue aujourd'hui au Sénat sur la lutte contre la pollution de l'air et elle a été chahutée par les élus de droite. Je vous propose d'écouter cette passe d'armes entre elle et le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Philippe Pémézec. On nous dit voilà, Paris est pollué, on veut que les nuages soient ailleurs que sur Paris, donc on débarrasse Paris des voitures. Seulement, comment fait-on quand on y travaille, puisqu'aujourd'hui les transports dignes de ce nom n'existent pas encore, ne sont ni sûrs, ni ponctuels, ni suffisants. Peut-être faudrait-il travailler sur d'autres choses, vous en avez parlé, sur des transports en commun plus nombreux, moins polluants, sur des voitures aussi peut-être, moins polluantes, mais pas sur cette organisation un peu autoritaire, sans concertation avec les villes de la périphérie de Paris, et qui aujourd'hui congestionne complètement Paris, parce que c'est ça la réalité, c'est une congestion importante et une pollution plus importante. Non, le fait de réduire le trafic automobile à Paris n'a pas généré une congestion supplémentaire et une pollution supplémentaire. Non, ça c'est faux. Ça fait partie des choses totalement fausses qui ne sont vérifiées nulle part. Aucune étude, aucune enquête ne vous permet de reprendre ces éléments-là. C'est totalement faux. Certains ont essayé de nous faire croire que moins de voitures égale plus de pollution parce que ça générerait effectivement des encombrements et un trafic supplémentaire. Ces chiffres-là sont faux. Et on retrouve Tam Trami pour une nouvelle réaction à cette audition. À vos côtés, Jean-François Husson, sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle. Et oui, Jean-François Husson, vous étiez à la tête de la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air et vous venez d'assister à cette audition. Est-ce que vous avez été convaincu par l'audition d'Anne Hidalgo, par cette audition qui a largement porté sur la voiture, principale source de pollution selon la maire de Paris ? C'est pas être convaincu, c'est un bien grand mot. C'est lutter contre la pollution dans les grandes métropoles est un véritable enjeu de santé publique sur lequel tout le monde doit se retrouver. Ne traiter que la question de la place de l'automobile, à mon avis, on passe à côté de plus de la moitié du sujet, puisque c'est d'abord Vous l'avez regretté cette audition ? Oui, je l'ai d'ailleurs dit, puisque c'est le secteur de l'habitat et le secteur du tertiaire qui est aujourd'hui le premier facteur d'émissions de polluants dans l'atmosphère, et y compris pour les gaz à effet de serre. Donc on est loin d'avoir balayé tout le spectre des enjeux. Est-ce que vous regrettez un petit peu la dimension politique du débat à Paris, par exemple sur la question des voies sur auberge? Anne Hidalgo a regretté l'hystérisation du débat politique. Ce que je regrette surtout, c'est la difficulté en fait dans laquelle se trouvent aujourd'hui les collectivités, c'est-à-dire la ville de Paris et la région, parce qu'il y a un problème d'exercice de compétences. Comment voulez-vous travailler sur les transports quand la ville de Paris n'a pas souhaité
transférer la compétence à la région qui a aujourd'hui qui devrait aujourd'hui travailler de concert avec l'ensemble des villes et bien évidemment avec la métropole. Il y a un véritable problème donc de consensus politique à bâtir, alors même que cette cause de la pollution de l'air tue 2500 personnes par an à Paris. Il y a d'abord effectivement la mortalité, la morbidité. Il y a également un nombre de plus en plus important de personnes qui sont affectées dans leur santé. Je veux rappeler qu'à horizon 25 ans, on pense, si les choses continuent sur la tendance actuelle, que quasiment un Français, donc un grand Parisien sur 2, sera atteint d'une affection notamment pulmonaire ou bronchique. Donc ça n'est pas rien. Ce qu'il est besoin, à mon avis, aujourd'hui, c'est de pouvoir poser sereinement le débat et de mettre tous les acteurs. Et les acteurs, ça n'est pas que la ville. Il faut le rappeler, il y a le secteur industriel, il y a l'habitat et le tertiaire. Donc là, il y a des acteurs économiques, mais il y a également tous les acteurs de l'habitat. Et puis, il y a les grands enjeux des mobilités, des déplacements, les mobilités actives, ce qu'on appelait avant les mobilités douces, la place de la voiture, plutôt des énergies propres, mais aussi et tout autant les transports en commun, et notamment tout ce qui est dans le réseau souterrain. Aujourd'hui, avec des gros problèmes de pollution intérieure aujourd'hui. Voilà, on a un problème, mais notamment dans les réseaux. Le niveau de pollution dans le métro est beaucoup plus important que la pollution de surface. Là encore, il faut qu'avec les acteurs, y compris économiques, tout le monde se parle pour chercher des solutions. Bien, merci beaucoup Jean-François Husson d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tan, pour cette nouvelle réaction. Je vous le disais, Adeline Hazan a été auditionnée ce matin par la Commission des lois du Sénat. Ancienne maire de Reims, elle est depuis juillet 2014 contrôleur général des lieux de privation de liberté. Avant de la recevoir, on fait le point sur le champ de ses compétences avec Maud Guillot. Sa mission principale est de veiller au respect des droits et à l'intégrité des citoyens emprisonnés. L'autorité indépendante peut agir sans limite dans n'importe quel lieu où les personnes sont privées de liberté. Dans les établissements pénitentiaires par exemple, comme les maisons d'arrêt ou les centres de détention. Autre lieu d'intervention, les locaux de garde à vue de la police ou de la gendarmerie, ou encore les établissements de santé comme les hôpitaux psychiatriques. Sur ce dernier champ d'action, la contrôleure Adeline Hazan, nommée en 2014, veut aller plus loin. Pouvoir contrôler les établissements pour personnes âgées indépendantes. Atteinte aux libertés de circulation, isolement, contention, elle juge les conditions des résidents en EHPAD semblables à celles des patients internés en hôpital psychiatrique. Dans son dernier rapport, Adeline Hazan recommande également une remise en cause des plus courtes peines de prison ainsi qu'une promotion des peines alternatives. 2 points également envisagés par le ministère de la Justice. Piste plus polémique, la contrôleuse voudrait imposer par la loi un dispositif empêchant tout établissement pénitentiaire de dépasser un taux d'occupation de 100%. Au 1er janvier dernier, il était en moyenne de 115% et dépassait les 150 dans 38 établissements. Et Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Adeline Hazan, merci d'être avec nous. Les prisons, les centres de rétention, les établissements de santé mentale ou encore les locaux de garde à vue, tous ces lieux, vous les visitez. C'est de façon inopinée. Vous avez pour objectif de rendre visibles ces lieux clos ? Oui, notre mission, c'est de visiter tous les lieux, comme cela vient d'être dit, où quelqu'un peut être privé de liberté par une décision de l'autorité publique, c'est-à-dire les prisons, les commissariats, les hôpitaux psychiatriques, etc. Nous effectuons 150 visites par an et évidemment, notre mission, c'est de vérifier si les droits fondamentaux sont respectés, mais c'est aussi d'inscrire davantage ces lieux de privation de liberté dans le débat public, afin d'alerter souvent l'opinion publique sur ce qui s'y passe et qui est parfois mal connu. Pourquoi vous avez, selon vous, un rôle crucial, nécessaire de cette institution ? D'abord parce que nous sommes une autorité administrative totalement indépendante, c'est-à-dire qu'à la différence d'une inspection, d'un ministère ou à la différence des agences régionales de santé, nous ne pouvons recevoir aucune instruction du pouvoir politique, quel qu'il soit, que ce soit le Parlement, le gouvernement. Donc un regard totalement autonome, indépendant, objectif est tout à fait nécessaire dans une démocratie. Cette institution existe depuis 2007. Elle a prouvé depuis 10 ans à quel point il était important qu'un regard objectif et indépendant s'applique à ces institutions, car malheureusement,
dans l'ensemble de ces établissements privatifs de liberté, il y a d'énormes atteintes aux droits fondamentaux. C'est-à-dire que le principe, normalement, c'est qu'il doit y avoir une proportion entre un impératif de sécurité qui est évident dans ce type de lieu et le respect des libertés individuelles. Or, il s'avère que souvent, et je dirais même de plus en plus, il n'y a pas cet équilibre entre ces deux thèmes et l'impératif de sécurité l'emporte trop souvent sur l'impératif des droits fondamentaux des personnes. Vous dénoncez ces atteintes importantes selon vous aux droits fondamentaux. Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté aujourd'hui ? Pas assez, mais heureusement parfois. C'est-à-dire que quand nous relevons des atteintes importantes aux droits fondamentaux dans les prisons, comme cela a été le cas par exemple au CHU de Saint-Étienne il y a quelques semaines, eh bien à la fois le directeur de l'établissement et surtout la ministre de la Santé ont pris dans l'instant des mesures radicales pour que cessent justement ces atteintes, ont développé plus de moyens en effectifs et en financement, et ces atteintes vont cesser. Dans la pénitentiaire, c'est plus compliqué car les choses sont davantage enquistées encore. Il y a des problèmes de moyens encore peut-être plus importants et les choses avancent trop doucement, mais elles finissent petit à petit par quand même progresser, même si l'état actuel des prisons reste un véritable problème. Il vient d'être parlé de la surpopulation. Il faut savoir quand même qu'en maison d'arrêt, la moyenne de la surpopulation, c'est 140%, avec des pics à 200% d'occupation dans toutes les prisons d'Île-de-France et dans beaucoup de prisons sur le territoire national et outre-mer. Est-ce que les Français vous identifient ? Est-ce que les Français vous saisissent directement ? Oui, nous recevons 4000 courriers par an, en plus des 150 visites que nous effectuons. Et je dois dire, à ma grande satisfaction, que nous recevons de plus en plus de courriers qui concernent la psychiatrie, de patients, de familles de patients, et même depuis à peu près 1 ou 2 ans, et c'est un symbole fort, de praticiens qui exercent dans certains établissements et qui, quand ils constatent un dysfonctionnement concernant le traitement qui est fait des patients, nous saisissent. Et ça, je trouve que c'est vraiment un progrès important. Oui, que vous disent-ils, par exemple ? Que les patients ne sont pas traités conformément à leurs droits fondamentaux et qu'il serait bon que nous venions dans cet établissement où ils exercent. Concernant les établissements de santé mentale, est-ce qu'aujourd'hui les hospitalisations forcées sans consentement se multiplient ? Elles se multiplient, elles augmentent beaucoup. Un chiffre est tout à fait surprenant. En 10 ans, ces hospitalisations sans consentement ont quasiment doublé. Ce qui est vraiment un phénomène de société qu'on a du mal d'ailleurs à expliquer, qui peut s'expliquer par le fait que la crise économique a plongé un certain nombre de gens plus nombreux dans la rue, par le fait que les structures d'amont, c'est-à-dire les CMP, les foyers d'accueil, ont des problèmes de financement, voire parfois disparaissent, ce qui fait que quelqu'un qui pourrait être soigné au début d'un processus de maladie mentale ne va pas être soigné par des structures de proximité. Sa maladie va empirer et va finalement se développer sur une crise qui va l'amener à l'hôpital, souvent en hospitalisation contrainte. Dans une interview à Paris Match, vous êtes dite prête à inspecter les EHPAD, ces établissements pour personnes âgées dépendantes. Ça ne fait pas pourtant partie de vos compétences. Alors justement, je vais profiter de cette question pour préciser ma pensée, car malheureusement cette interview n'a pas été tout à fait le reflet de ce que j'avais dit. Actuellement, notre compétence n'est pas sur les EHPAD, parce que notre compétence, ce sont les lieux de privation de liberté par une décision de l'autorité publique. Donc ça ne peut pas être, évidemment, les maisons de retraite, les EHPAD. Ce que j'ai dit très exactement, et je l'ai redit ce matin lors de mon audition devant la commission des lois du Sénat, c'est que je pense que les contrôles actuels ne suffisent pas et qu'il faut absolument créer une autorité indépendante du même type que le contrôle général pour surveiller les EHPAD. Je ne suis pas certaine qu'il faille que ce soit le contrôle général des lieux de privation de liberté qui est d'une autre nature, puisqu'il s'agit, comme je vous l'ai dit, de décisions de l'autorité publique, donc il ne faut pas tout mélanger. Donc je pense qu'il faut la création d'une autorité indépendante, pas forcément le contrôle général, on peut en créer une autre. Vous avez appelé les députés de la commission des lois à ne pas augmenter la durée maximale de rétention dans le cadre du projet de loi immigration. C'est une mesure inutile et dangereuse. Est-ce que vous avez transmis le même message ce matin aux sénateurs qui examineront également ce projet de loi ? Absolument, je les ai alertés, même vigoureusement, sur le projet de loi dont ils vont être saisis, qui a été discuté déjà en commission des lois à l'Assemblée et qui, à mon sens, présente des mesures à la fois dangereuses en termes
termes de traitement des personnes est inefficace. C'est le cas justement de l'allongement qui est proposé de 45 jours à 90 jours pour la durée maximum de séjour dans un centre de rétention. Dangereuse parce que ces conditions sont déjà très attentatoires aux droits fondamentaux, une mauvaise hygiène, pas de droit à la santé, pas d'activité. Donc 45 jours c'est déjà beaucoup, 90 jours ce serait intenable. Et surtout, c'est complètement inutile parce que la réalité des choses montre que quand on n'a pas pu reconduire quelqu'un au bout de 10-12 jours, en fait c'est parce que le pays d'origine refuse de reconnaître son ressortissant. Donc il refuse pendant 10-12 jours, il ne va pas accepter au bout de 20 jours, 30 jours et pas plus au bout de 90 jours. Donc non seulement c'est une mesure qui est attentatoire à la dignité des personnes, mais en plus elle va s'avérer inutile. Donc vraiment moi j'appelle les parlementaires à ne pas voter cette prolongation. D'ailleurs, ça a fait beaucoup débat dans la commission des lois de l'Assemblée. Je pense que ça va faire débat également dans la commission des lois du Sénat. En tout cas, je l'espère et j'espère que le vote final ne sera pas dans le sens de la prolongation. Adeline Hazan, vous avez été juge d'application des peines. Vous êtes magistrate vous-même aujourd'hui. C'est la 3e journée justice mort. Quel regard portez-vous sur la mobilisation justement du monde judiciaire? J'ai constaté aujourd'hui que la mobilisation était importante. Il y a un vrai problème dans notre pays de mauvaise prise en compte de la justice par les pouvoirs publics. Et la justice est le parent pauvre du budget, mais ça depuis des décennies et des décennies. Là, le budget de la justice a été un peu augmenté, il a été sacralisé, mais de façon totalement insuffisante. Et pour vous donner une idée, un seul chiffre, en France, on consacre environ 72 euros par an et par habitant à la justice. En Allemagne, qu'on peut comparer, 140 euros par an et par habitant, le double. Donc il ne faut pas s'étonner que les magistrats, que les tribunaux soient dans cet état, que les magistrats n'aient pas les moyens de travailler, que les éducateurs dans les tribunaux n'aient pas les moyens de travailler. Et il faudra qu'un jour, un gouvernement prenne ce problème à bras-le-corps et augmente considérablement le budget de la justice qui s'élève à environ 8 milliards. C'est parfaitement insuffisant. Est-ce que la crise de l'administration pénitentiaire est derrière nous, selon vous ? Non, je ne crois pas qu'elle soit derrière nous. Ça a flambé, ça s'est arrêté sur la base d'un compromis signé, mais je crois que les mesures qui ont été prises soit sont inutiles, soit ne sont pas suffisantes. Elles apportent un certain nombre de solutions, mais pas de façon suffisante, et que malheureusement, cette crise peut à nouveau se développer d'un moment à l'autre. Eh bien, merci beaucoup Adeline Hazan d'être venue sur ce plateau. Justement, nous sommes allés à Cherbourg pour cette journée justice morte. Les professionnels sont toujours vent debout contre la réforme de la garde des Sceaux. Elle mènera, selon eux, inéluctablement à la fermeture des tribunaux. Ils ont expliqué pourquoi à Quentin Calmet, reportage. À Cherbourg, c'est une rue très connue, en plein cœur de la ville. Et bientôt, elle pourrait très mal porter son nom. Rue des Tribunaux, c'est là que se trouve le palais de justice. Et c'est la crainte des personnels. Avec la réforme voulue par le gouvernement, certaines petites juridictions comme celle-ci pourraient à terme fermer. On envisage quand même une fermeture des sites à terme parce qu'aujourd'hui, si la ministre a été claire sur le fait qu'elle n'allait pas fermer les bâtiments tels que celui qui peut se trouver derrière, sauf qu'à partir du moment où vous avez une coquille vide, c'est-à-dire que vous l'avez vidé de son contentieux, vous l'avez vidé de son activité, on se doute bien que vous n'allez pas pouvoir y conserver donc, des fonctionnaires et des magistrats pour trancher les litiges. C'est la principale crainte des personnels de justice, le regroupement des tribunaux et leur spécialisation sur certaines compétences. Selon ce syndicaliste, cette réforme est un véritable gâchis. Pendant plusieurs mois, effectivement, on a pris le temps, que ce soit les organisations syndicales ou les acteurs de justice, de faire remonter certains points, mais qui ont été complètement balayés. On ne retrouve rien dans ce projet de loi qui corresponde aux souhaits, aux aspirations ou aux idées qui sont estimées bonnes par les gens de la profession. Cet éloignement de la justice pour les citoyens, à Cherbourg, ce sont toutes les catégories de personnel de la justice qui le dénoncent. Avec au total 2 journées justice morte ces derniers mois, où les audiences ne se sont pas tenues. Dans la rue, à cette occasion, les greffiers étaient aux côtés des magistrats, mais aussi des avocats. Alors ça, ce sont des prospectus qu'on a remis aux justiciables lors des différentes journées justice morte que nous avons organisées au sein du barreau, pour un peu les sensibiliser sur notre action avec un lien sur une pétition qu'on a mise en ligne sur notre site internet.
Dématérialisation, regroupement, spécialisation des juridictions, les avocats dénoncent eux aussi cet éloignement de la justice du citoyen et les garanties apportées par la ministre ne les ont pas rassurés. Pour eux, la confiance avec Nicole Belloubet est totalement rompue. Je le dis très clairement, le regroupement des tribunaux d'instance au sein des tribunaux de grande instance, c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué de manière aussi claire avec les instances représentatives de la profession d'avocat lors des consultations et des concertations. On a découvert ça et les modalités de mise en œuvre de ce regroupement souhaité dans l'avant-projet de loi. Donc comment peut-on croire encore la ministre? La crainte aussi de la centralisation des chambres, des juridictions au sein d'un même site, ça nous inquiète effectivement sur le devenir effectivement de ce site, qui sera ou pas rentable pour la chancellerie et qui effectivement, plus ou moins court terme, en fonction de la rentabilité, pourra peut-être effectivement voir son devenir en danger. Aujourd'hui, Caroline Bott et les représentants de la quasi-totalité des barreaux de France seront à Paris pour se joindre à la mobilisation. Ça, c'est un rabat rouge qu'on va porter sur nos robes d'avocats demain lors de la manifestation parisienne du 11 avril. Des avocats qui, comme les autres professions de la justice à Cherbourg, promettent de mobiliser l'opinion publique au fil des prochaines semaines. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Pascale Louet-William. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère à la Cour d'appel de Versailles, vous êtes secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats. Merci à vous. Également sur ce plateau, Youssef Badré, bonjour. Vous êtes porte-parole du ministère de la Justice. Et deux sénateurs, Jacques Bigot, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Bas-Rhin, vice-président de la Commission des lois. Et face à vous, Loïc Hervé, bonjour, sénateur Union centriste de la Haute-Savoie, secrétaire de la Commission des lois. Première question pour vous, puisqu'on a vu, Pascale Louet-William, cette mobilisation finalement un peu inhabituelle de la part à la fois des avocats, des magistrats, des greffiers. C'est vraiment ce projet de loi qui inquiète profondément la profession ? Oui, elle inquiète la profession, mais elle doit surtout inquiéter la population, les citoyens. Et d'ailleurs, ce jour, on a voulu, et on l'a fait d'ailleurs à travers les rues de Paris, parler aussi aux citoyens. Et on a beaucoup échangé, on a eu un accueil extrêmement chaleureux et les documents qu'on donnait étaient gardés. On a répondu à des questions multiples, y compris de personnes de nationalité étrangère qui étaient effarées quand on leur disait par exemple qu'en France, on consacre que 64 € par habitant pour le budget de la justice. Votre réponse, Youssef Badré, est-ce que finalement le gouvernement a un petit peu sous-estimé le mécontentement des professions de justice face à ce projet de loi ? Je ne pense pas que le gouvernement, en tout cas j'ai parlé au nom de la chancellerie, ait sous-estimé le mécontentement. Je pense que cette loi de programmation, elle est importante. Elle comprend effectivement beaucoup d'articles, beaucoup de dispositions. Elle est née il y a plusieurs mois de ça, de ce que la ministre avait appelé les chantiers de la justice, qui touchent le numérique, la procédure pénale, la procédure civile, et qui touchent également l'adaptation du réseau. Je pense que cette mobilisation aujourd'hui révèle plusieurs choses. Elle révèle d'une part le sentiment de ne pas être laissé sur le bas-côté par les professions, et c'est à juste titre tout à fait justifié par les avocats, et également par les magistrats. Mais en réalité, on ne peut pas dire aujourd'hui que le budget de la justice est ce qu'il est aujourd'hui sans prendre en compte les efforts considérables qui ont été faits. Si on prend juste l'exposé des motifs de la loi aujourd'hui, les premiers articles vous indiquent qu'il y a une augmentation sur le quinquennat d'1,6 milliard. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, qu'il y a 6500 créations de postes qui sont également prévues sur le quinquennat, que c'est donc une augmentation de 24%. Je dis ça, c'est pas tellement le porte-parole qui parle, c'est le magistrat qui parle, qui a été en juridiction, qui a souvent aussi râlé contre le manque de moyens et qui voit aujourd'hui un effort considérable. Alors certainement qu'on part de très loin, mais je pense qu'aujourd'hui il faut quand même qu'on puisse constater un fait qui est avéré, c'est qu'il y a une augmentation du budget pour la justice et qu'ensuite, évidemment, sur les dispositions de la loi, j'espère qu'on aura l'occasion d'en revenir parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui méritent d'être précisées et qui méritent aujourd'hui d'être dites, notamment pour les justiciables. Ouais. Jacques Bigot, une augmentation du budget de la justice, visiblement, ça ne suffit pas à calmer la colère et on le voit à travers cette journée justice morte. Vous savez, le précédent garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, avait dit la justice est sinistrée. Il avait raison. Lorsque le président de la commission des lois, Philippe Bas, a proposé une mission sur le redressement de la justice, j'ai largement participé et j'étais co-rapporteur d'une proposition de loi à partir de cette mission. Notre affirmation était claire, il faut une loi de programmation financière. On souhaitait qu'elle vienne le plus tôt possible. On a d'ailleurs reproché à la ministre de ne pas l'avoir fait tout de suite pour 2018. Une programmation financière pluriannuelle qui pourrait trouver un consensus et qui s'accompagne aussi de réformes. On peut parler de la réforme du numérique, c'est une chose, mais ça ne suffira pas. La question de l'organisation et de la place des juridictions est un vrai sujet sur lequel
On est plutôt assez en phase avec la chancellerie sur l'idée on l'a inscrit dans notre rapport, un tribunal de première instance de préférence par département, du bien de préférence, parce qu'il faut voir ensuite quelle est l'importance de la population du département, mais pas de suppression de lieux de justice, c'est-à-dire d'arriver à ce qu'il y ait des lieux de justice de proximité. Ce n'est pas simple. Donc, par contre, ce que je constate, c'est que le vrai sujet, la vraie préoccupation pour la chancellerie, c'est de travailler sur le dialogue. Les chantiers ont été mis en place rapidement, mais le dialogue, il existe depuis longtemps. Christiane Taubira avait lancé déjà du dialogue en 2013. Il y a déjà toute une série de réflexions. Je pense qu'il faut continuer à se mettre sur la table avec l'ensemble des professionnels, mais aussi des usagers, parce qu'il faut que les professionnels entendent aussi les usagers. On va y venir, Loïc Hervé. Quel regard portez-vous sur cette mobilisation? Moi, quand je vois les visages de ces avocats magistrats qui manifestaient aujourd'hui, dont certains de mon département que je reconnais sur vos images, je crois que leur mobilisation, elle est le reflet légitime d'une préoccupation et des conditions de travail d'une justice indigente dans notre pays. Vraiment. Et moi, je suis dans un département qui a la chance encore d'avoir 3 tribunaux de grande instance, héritage historique du traité de Turin peut-être, mais dans lesquels on croise des magistrats, des avocats mobilisés, motivés à défendre une justice. Donc les annonces du porte-parole du ministère sont importantes, je les entends, mais il faut aller plus dans le concret et rassurer énormément. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis élu local. Il y a eu la réforme Dati, il y a eu la réforme Taubira. Je crois que la manière dont les réformes de la justice ont été conduites dans le pays ces dernières années sont aussi une source d'inquiétude, de ne pas avoir à revivre des choses qui ont déjà été vécues. Donc il y a forcément une forme de traumatisme qui est ressentie. Et je pense que Nicole Belloubet aura beaucoup de travail à recréer un lien de confiance avec les magistrats et qui sont dans les juridictions, sur le terrain, vous l'avez été, monsieur, et en même temps avec aussi toutes les professions du droit qui sont elles aussi en phase directe avec la société et les maux de la société française. Et en cela, moi, je trouve qu'on doit écouter ce qui se passe, parce que pour voir une mobilisation de ce niveau-là, il faut l'entendre. En plus, vous avez, madame, une mobilisation de bon enfant qui est ouverte, ouverte sur les gens, ouverte sur les élus. Nous-mêmes élus parlementaires, dans notre département, je parle de la Haute-Savoie, on a été associés d'emblée, on a rencontré les chefs de juridiction au niveau de la cour d'appel, au niveau des tribunaux de grande instance, donc vraiment que ce projet de loi, selon les magistrats, va éloigner le justiciable du juge. Je vous propose d'écouter justement Nicole Belloubet, elle était au micro de Tam Tra Nuit. Pour elle, aucun lieu ne sera fermé. On l'écoute. Je peux aujourd'hui évidemment vous confirmer que tous les tribunaux de grande instance resteront, que toutes les cours d'appel resteront et que évidemment tous les lieux qui sont aujourd'hui des tribunaux d'instance resteront également en place. Il y a des points qui font l'objet d'une véritable approbation, d'autres en revanche qui sont plus contestés par les professions du droit ou les organisations syndicales. Tout cela me semble normal et nous sommes d'ailleurs engagés dans une phase de concertation à cet effet. Pascal Louis-William, aujourd'hui, on voit les arguments de la garde des Sceaux n'arrivent pas à vous convaincre. Les réformes, il en faut dans la justice, elle en a besoin, elle est misérable et elle est sous-équipée, elle est sous-dotée en moyens, magistrats, personnel et outils numériques. Donc il faut la numériser, évidemment, il faut la moderniser sous différents aspects, mais il faut aussi protéger les plus faibles des citoyens. Il faut la rendre plus accessible, ce qui n'est pas dans ce projet de loi, contrairement aux annonces qui en sont faites. C'est une belle opération de communication que Mme Belloubet a pu faire jusqu'à maintenant. Malheureusement, la communication, elle ne l'a pas vraiment faite avec les représentants aussi bien des magistrats que des avocats. D'ailleurs, la plupart maintenant, effectivement, on va dire, ont refusé, ne sont plus à la table de la discussion. Même si, en tout cas pour l'USM, il a toujours été envisageable de pouvoir parler, parce que nous sommes un syndicat qui parle et qui dialogue. Mais encore une fois, il faut vraiment prendre les choses impérativement et prendre une réforme qui soit d'envergure. Cette réforme, elle n'a pas un financement suffisamment élevé. La trajectoire Est-ce que vous êtes d'accord pour quand même réformer, un peu rationaliser, pour donner plus d'efficacité aujourd'hui à la justice? Alors l'efficacité, oui, mais vous savez, l'efficacité, elle est déjà là, parce que quand on regarde, par exemple, le nombre de décisions que rend un magistrat du parquet en France, et quand on compare avec les magistrats des autres parquets européens, on voit que c'est le magistrat français qui est le plus performant. Et c'est pareil pour les juges, et c'est pareil pour les fonctionnaires de greffe.
Actuellement, les juges et les fonctionnaires, ils sont sous tension maximum, avec effectivement très très peu de moyens, et ils travaillent de manière, je dirais, non seulement excessive, mais presque préoccupante. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un sujet qui doit inquiéter, à mon avis, le ministère, c'est celui des RH, parce que les annonces qui sont faites de création d'emplois, c'est très important, on les demande, mais il faut monter encore plus la trajectoire budgétaire. C'est pas suffisant ce qui est dans le projet de loi. Concernant les avocats, des concessions ont déjà été faites. Ils ont obtenu, par exemple, la possibilité de recourir à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sans avocat. Ça va être supprimé du projet de loi, vous le confirmez? Oui, alors je confirme, mais surtout je voudrais évidemment rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que la concertation, le dialogue avec les professions, notamment, comme vous le citez, avec les avocats, a été constant depuis le départ. Depuis le lancement des chantiers de la justice, moi, j'ai pas spécialement à avoir de parti pris, en fait, sur ce projet de loi. Je veux dire, moi, je suis le représentant également et le porte-parole aussi des fonctionnaires du ministère de la Justice. Je ne peux que constater et vous dire ce que j'ai constaté depuis le départ. Ce que j'ai constaté, c'est que les chantiers de la justice, certains chefs de file des binômes, notamment dans le cadre des consultations, étaient des avocats. Qu'il y a un certain nombre de personnes, évidemment, représentants de syndicats, magistrats, professionnels, fonctionnaires, ont tous été consultés dans le cadre de ces chantiers. Qu'à la suite de ces restitutions, qui avaient été faites aux alentours du 15 janvier de mémoire, les avocats, on a toujours été en concertation avec les avocats. Il y a des réunions de travail qui se sont faites, à la fois avec la ministre, à la fois avec le cabinet de la garde des Sceaux. Ça, je crois que c'est d'ailleurs même pas contesté depuis le départ. Ça a été fait également avec les directeurs des différentes directions du ministère de la Justice. Et c'est d'ailleurs, je veux dire, c'est d'une logique évidente dans la mesure où qui dit concertation dit forcément que quand vous me dites qu'il y a des éléments qui ont été modifiés dans le projet de loi, c'est bien la preuve qu'à un moment donné, il y a eu une demande et que cette demande a été reçue. Est-ce que la justice de proximité est mise en danger, menacée par ce projet de loi? Moi, je prends uniquement l'exposé des motifs et le texte tel que j'ai, le même texte que mes collègues ont et les avocats ont. Je ne vois à aucun endroit mentionner le fait que les tribunaux d'instance sont supprimés. Ce que je constate et ce qui, à mon avis, exactement, ce que je constate et qui mérite d'être précisé parce que c'est très important pour les justiciables, comme pour les avocats, comme pour notamment les magistrats. La justice d'instance, les juges d'instance, c'est une justice qui excelle. Elle fonctionne très bien. Ce sont des magistrats spécialisés, c'est la justice de proximité. Ce sont tous des magistrats qui ont choisi de l'être. On n'est pas juge d'instance par hasard. On fusionne, effectivement, c'est une fusion juridique, c'est-à-dire que le magistrat, le juge d'instance, est rattaché juridiquement au tribunal de grande instance. Sauf que, je vous donne un exemple, sur le tribunal d'instance, par exemple, d'Aubervilliers, demain, le tribunal d'instance, s'il est rattaché au tribunal d'instance, ça voudrait dire que le président pourra, s'il le souhaite, en concertation avec le barreau, avec les élus locaux, avec les magistrats, dans le cadre du dialogue social qu'il y a également au sein des juridictions, prévoir, par exemple, plus de compétences en concertation avec lui, moins de compétences, mais à aucun moment, je comprendrais la logique d'un président de juridiction qui irait détricoter une juridiction qui fonctionne bien. Ces chambres-là, qu'on appellera tribunaux d'instance, seront toujours maintenues. À aucun moment, la justice de proximité ne sera enlevée aux citoyens. Est-ce que cette justice de proximité, justement, vous la voyez menacée par ce projet de loi? Alors, je pense que la garde des Sceaux annonce que tous les lieux de juridiction seront maintenus. Je crois qu'elle est sincère. La réalité, c'est que les gens de ce milieu-là se disent « Oui, mais qu'est-ce qu'il y restera dans ces lieux de proximité ?» C'est un vrai sujet. Quand je prends le tribunal d'instance, je suis en ancien du barreau de Strasbourg. Dans la métropole de Strasbourg, il y a 3 tribunaux d'instance. Est-ce qu'il faut 3 tribunaux d'instance ou un seul tribunal qui regroupe? Par contre, effectivement, dans ce même département, il faut qu'il y ait des tribunaux d'instance qui maintiennent. Maintenant, le vrai sujet, c'est si on fait, comme nous le proposons dans notre mission, un tribunal de première instance, le nom de tribunal d'instance disparaît, c'est des fonctions internes au tribunal d'instance. Mais le juge d'instance est compétent en matière de tutelle et de curatelle des majeurs, plus des mineurs. Il peut y avoir un intérêt à ce qu'il y ait un regroupement d'un pôle familial au sein des tribunaux de première instance, mais qui soit aussi capable de travailler dans la proximité. Le vrai sujet, c'est ça. Et souvent, en matière de curatelle ou de tutelle, c'est les greffiers qui font le travail. Donc, c'est ce mode de fonctionnement qui mérite des discussions et des explications. Tribunal de première instance, de préférence par département, nous l'avons mis dans notre rapport de mission, mais sous condition de vérifier quel est le nombre. On a entendu parler du tribunal de Béziers. Béziers et Montpellier sont dans le même département, mais c'est vrai que c'est un département très densément peuplé, donc qui justifie parfaitement l'idée de 2 tribunaux. Ensuite, il y a le problème d'organisation. Le procureur de la République, sincèrement, c'est un vrai sujet pour les procureurs. Ils sont dans un même département, confrontés à une administration départementale, une protection judiciaire de justice départementale, une police départementale.
Et puis, vous avez des départements dans lesquels il y a 2 procureurs qui sont en discussion avec ces administrations. Il faut peut-être essayer de trouver des simplifications et des améliorations. Je pense que si on se met tous autour de la table, on y arrivera. Et j'espère surtout que lorsque le projet de loi arrivera à l'Assemblée nationale, nous aurons des députés qui discuteront après vous avoir entendu sur le terrain. Je pense que c'est ça ce qui est important. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est qu'il n'y ait pas un débat. Je peux vous dire que sur les projets de Mme Taubira et de M. Urvoas, nous avons eu de vrais débats, y compris leurs amis politiques. Le projet sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Loïc Hervé, sur cette organisation territoriale, elle inquiète forcément. Elle inquiète forcément, et je ne crois pas faire d'erreur en disant qu'elle échappe à la loi. C'est plus le législateur aujourd'hui qui définit la cartographie d'organisation de la justice dans notre pays. Nous l'avons nous-mêmes parlementaires abandonnée et elle est de l'ordre du règlement. Et la mobilisation des parlementaires, d'ailleurs, de toutes les régions et de toutes les sensibilités, et la première a été celle-là, de vraiment, vis-à-vis de Madame la ministre et garde des Sceaux, de bien lui dire que cette question-là, elle est essentielle pour les élus locaux et pour les parlementaires que nous sommes, parce que c'est la première question. Mais il y a une question qui est subséquente, c'est la question de la spécialisation. Et on dit aujourd'hui, et j'entends bien ce que mon collègue Bigot explique, en disant par département ou par cour d'appel, il est nécessaire, parce qu'il y a des spécialités. Moi, je suis d'un territoire de montagne, frontalier, c'est naturel qu'on spécialise des magistrats sur des thématiques. La crainte qu'on a, c'est de voir disparaître dans les lieux de juridiction les plus subsidiaires des missions qui sont des missions nobles, et on aurait des missions nobles au niveau départemental et puis des missions dites de proximité, donc subsidiaires et moins intéressantes. Et en faisant ça, le vrai risque, notamment, et c'est pour ça que ça a un impact sur le travail des avocats, c'est qu'on risque d'avoir une justice à plusieurs niveaux. Alors, la spécialisation en soi, elle n'est pas mauvaise. Plusieurs niveaux, plusieurs vitesses, c'est ce que vous voulez dire ? C'est le vrai risque. Et c'est vraiment un travail qui sera un travail, d'ailleurs, j'imagine, des chefs de cour, et en lien avec tous les acteurs que sont les magistrats, les avocats, les élus, pour qu'on arrive à garantir ce service public de la justice de manière consolidée et qu'on permette d'avoir cette proximité-là, mais une proximité qualitative. Pascal William et ensuite Youssef Benrahimi. Ce qui pose question vraiment un problème énorme dans ce projet de loi, c'est la suppression de la spécialisation de juge d'instance. Je crois que le juge d'instance, vous l'avez dit, on n'est pas juge d'instance par hasard. Moi, je l'ai été pendant 10 ans. C'est des fonctions de proximité où vous avez les personnes en direct, sans avocat, des contentieux souvent très techniques, les saisies des rémunérations, les tutelles également, ou le droit successoral, parfois le droit international privé aussi, avec des patrimoines parfois extrêmement importants. Voilà, c'est des situations dans lesquelles vous êtes vraiment... vous devez dire le droit tous les jours dans des contentieux très complexes. Et supprimer cette fonction spécialisée pour la rattacher effectivement, devenir un juge du tribunal de grande instance, c'est vraiment supprimer une fonction qui est au plus près des personnes les plus vulnérables, encore une fois dans des contentieux très techniques. Et ça nous paraît être une totale... D'abord, c'était absolument pas du tout dans les propositions des chantiers. Et ensuite, ça nous paraît être vraiment aller à l'encontre de toute la philosophie de l'accès au droit, notamment. Il faut de l'accès au droit peut-être plus numérisé, c'est vrai. Mais il faut vraiment faire attention à cette justice sur ce point, qui protégera les plus faibles. En réalité, nous sommes parfaitement d'accord, vous et moi, pour une raison très simple, c'est que la ministre, l'a déjà indiqué et explicité, et je sais que c'est également ce qui a été expliqué au ministère de la Justice, c'est que la question de la spécialisation, en fait, elle répond à 2 critères. Le premier, c'est la grande technicité, et le deuxième, c'est le faible volume d'affaires numériques. Je vous donne un exemple, puisqu'on a donné, tout à l'heure, on donne des exemples par département. Je prends le département de la Seine-et-Marne, dans lequel j'ai commencé. Vous avez 3 TGI, Fontainebleau, Melun, Meaux. En réalité, on sait tous comment ça se passe dans une petite juridiction, c'est que vous avez 1 ou 2 juges qui font office qui ont plusieurs casquettes. Il peut faire du JAF le lundi, il peut faire du GEX le mardi, il peut faire des tutelles ou un autre contentieux le mercredi. L'idée, c'est de se dire, est-ce que sur un département, sur un contentieux qui a une technicité, il n'est pas plus logique, mais encore une fois en concertation avec les élus locaux, avec le barreau, parce qu'effectivement ça a des incidences majeures sur un cabinet qui est spécialisé là-dedans. Est-ce que demain il devra faire 100 km ou 80 km? Ça aura un impact financier pour lui, mais ça ne se fera pas, c'est pas le fait du prince tout seul dans son coin, c'est de se dire, est-ce qu'il n'est pas finalement plus logique, pour en plus une cohérence de jurisprudence et de spécialisation, d'avoir peut-être un juge, je dis un exemple, je sais pas, à Melun, pour traiter
traiter tout ce qui est propriété intellectuelle, pour traiter tout ce qui est expropriation. Je pose juste la question, mais encore une fois, ça se fera en concertation. Et Bien, moi, je pense qu'en réalité, nous disons finalement un peu la même chose. Badré. Merci à vous, Pascal William, d'être venu sur ce plateau. Merci, Loïc Hervé. Merci, Jacques Bigot, pour vos témoignages et votre expertise. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain, 15h.